sable de la Wallonie, les travailleurs doivent se lever. Nous vivons dans une société de la violence institutionnalisée, qui rapporte du profit et que personne n'a l'air de contester. Et on doit savoir dans ce pays que les travailleurs sont capables de se mobiliser lorsqu'ils sont agressés de cette manière-là. Quand le syndicat séquestrait les patrons. Raymond Coumont, Mémoire d'un syndicalisme. Un podcast de Colline Grandeau. Je crois que le plus grand danger d'une organisation syndicale, d'une grande organisation syndicale, c'est la récupération que j'appelle de type culturel. À savoir qu'à un moment donné, on s'insère dans un système, on vit tellement avec des hommes importants, avec le patronat, avec les politiciens, qu'on finit par s'habiller comme eux, par manger comme eux, par parler comme eux. De là à finir par penser comme eux, le danger est grand. Et la seule manière de l'éviter, c'est de garder un contact très, très proche de la base, et certains dirigeants, et jusqu'au plus haut niveau, s'y emploient et y réussissent d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut être vraiment très attentif au fait que la récupération des organisations syndicales par le patronat ou par le pouvoir politique en place, celui de droite qu'on connaît pour le moment, est parfois beaucoup plus malicieux, c'est beaucoup plus subtil qu'on ne pourrait l'imaginer. Épisode 7. C'est pas de la violence, ça ? Le syndicat et les débats sur la violence. Au début des années 80, alors que la CSC du Brabant Wallon est à l'initiative de presque toutes les interventions en entreprise, le vent tourne. Les permanents des centrales n'adhèrent plus systématiquement aux actions interprofessionnelles menées par Raymond Coumont. Sa présence à la CSC est remise en question, ses modes d'action sont contestés. Pour le syndicat chrétien, il est trop à gauche, disons-le comme ça. Toutefois, grâce à des soutiens, Raymond reste dans le syndicat et entre à la CNE, la Centrale nationale des employés. Dans cet épisode, Raymond nous parle du conflit idéologique et du tournant auquel il est confronté. On va aussi parler de la question de la violence dans l'action syndicale et des débats qu'elle suscite. Enfin, on parlera des dossiers sur lesquels s'engage Raymond lorsqu'il devient secrétaire général de la CNE en 2001, à savoir la parité et l'école syndicale. Donc, au début des années 80, tu es toujours secrétaire fédéral de la CSC du Brabant Wallon, et donc tu as un conflit avec la CSC nationale et avec les centrales, notamment la centrale des métallos qui ne cautionne plus l'action interprofessionnelle, en fait. Vous prenez trop de place ? Qu'est-ce que... Mais non, c'est idéologiquement, à un moment donné, sont arrivés dans le Brabant Wallon des permanents nouveaux de centrales et qui n'ont plus voulu participer aux actions que nous menions, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là que certaines centrales se sont rendues compte que les décisions d'action ou de prise de position sur un certain nombre de dossiers importants se prenaient à la fédération et ne se prenaient plus dans leur centrale. Mais on parle du Brabant Wallon, là. Hein. Et donc, les métallos, les gens du bâtiment, les gens... la CNE, évidemment, à l'époque, etc., avaient une démarche interprofessionnelle systématique. Et eux, lorsque sur le plan national, ils avaient pris une position politique sur un dossier, ils ne pouvaient pas supporter qu'au Brabant Wallon, leurs militants prenaient une position inverse à travers la fédération. Donc ils ne pouvaient pas supporter que ce soit l'interprofessionnel qui prenne position à leur place. Jusque-là, lorsque il y avait une proposition d'action de solidarité interprofessionnelle sur un dossier délicat dans la région, on ne se posait même plus la question de savoir si les centrales allaient être d'accord pour faire la solidarité. C'était automatique. Donc c'est devenu un mode de fonctionnement. Et puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'au moment de proposition de solidarité, plusieurs centrales, sans s'y opposer formellement, faisaient des objections. Donc ça a commencé par des objections.
en disant oui, mais est-ce qu'on a bien mesuré ce que nous faisons, etc. Bon, nous sommes d'accord, hein, on va y aller. Mais tu sentais que sur le terrain, ils n'avaient pas mobilisé. Et puis à un moment donné, on a eu des oppositions. Mais alors, quand la CSC nationale commence à se crisper de vos actions, etc., enfin, tu m'avais parlé de la violence. Que c'était aussi parce que ils avaient du mal avec vos actions qu'ils considéraient comme violentes. Mais ça fait partie de l'ensemble. C'est ce que j'appelle le contentieux idéologique. Hein. La CSC, je veux dire, par principe, refuse toute forme de violence dans l'action. Ce en quoi moi je les rejoins. Le problème, ce n'est pas d'organiser de la violence. La violence, elle naît des circonstances. Et elle est parfois indispensable si on veut faire bouger un certain nombre de choses. La plupart des grands progrès sociaux ont été gagnés dans des actions violentes, dans des grèves générales dans lesquelles il y a eu des morts. Et lorsque on parle de violence, le problème c'est de pouvoir la définir. Parce que la violence, ce n'est pas seulement la castagne dans des manifestations, des coups de hampe, de drapeau sur la tête des autres, et les gaz lacrymogènes, et les autopompes, etc. Ça, c'est l'aspect visible. Mais la violence institutionnelle permanente, qui fait en sorte que, par exemple, les actionnaires, les propriétaires d'une entreprise puissent la fermer sans qu'il n'y ait un certain nombre de mécanismes institutionnels qui les empêchent de faire ça. Donc, tu mets des gens dehors du jour au lendemain. Regarde ce qui se passe actuellement chez Audi Volkswagen à Bruxelles. C'est pas violent, ça. Mais cette violence-là, bien sûr, les syndicats la dénoncent, etc. Mais lorsque les travailleurs piquent les clés de 300 voitures et refusent de les remettre, on leur fait la leçon dans le syndicat. Hein, alors qu'ils devraient monter au créneau, convoquer une conférence de presse en disant que ces clés ne seront pas rentrées tant que, et qu'ils assument la responsabilité de l'acte. Là, court toujours. Hein. Et pourquoi ? Mais parce que c'est contraire à leur éducation, c'est contraire à l'idée qu'ils se font du syndicat. Il faut négocier. Mais c'est incroyable. C'est quelque chose qui est un débat. Moi, je me suis fait assassiner combien de fois au bureau de la CSC sur nos actions quand on prenait des trésors de guerre. Enfin, mais c'est du vol. Ben oui. Mais le vol, il est aussi organisé lorsqu'une entreprise spécule avec son capital, qu'elle investisse l'argent de l'entreprise dans des pays où il y a des dictatures, etc. Tout ça, c'est pas de problème. Hein. Donc, cette question de la violence, elle est mal gérée par les organisations syndicales généralement, parce qu'en fait, c'est une opposition et c'est entré dans l'illégalité. Alors, est-ce qu'un syndicat peut faire de l'action illégale? Nous, on répondait, il doit faire de l'action illégale à certains moments, parce qu'on a épuisé toutes les autres possibilités. On n'entre pas dans l'action illégale le premier jour d'une grève ou dès qu'il y a un problème. Mais quand on est sur des questions de principe, que ce soit le licenciement injuste d'un travailleur ou le licenciement de centaines de travailleurs, quand on ferme Caterpillar ou quand on ferme Forta Genk ou quand on ferme Audi à Bruxelles, le problème est le même. Il y a une injustice qui se crée. Et si pour s'opposer à cette injustice,
il faut utiliser des formes de violence qui ne sont pas toujours non plus des castagnes. Hein. On a fait par exemple, je te donne une action qu'on a fait dans un hôpital à un moment donné, où on avait enlevé la porte du WC de la direction. Et les filles regardaient de loin la tête du directeur quand il allait aller aux toilettes. Et effectivement, il arrive, il ne se rend pas compte que la porte a été enlevée. Il entre dans la toilette et se retourne en enlevant sa ceinture. Et c'est là qu'il voit qu'il est sans porte. Oh, quelle affaire! Menaces de toutes sortes. Et oui, c'était violent, ça c'est vrai. C'était une atteinte à sa dignité de directeur, etc. Et il a mis longtemps à nous le pardonner, mais ça lui a fait comprendre beaucoup de choses aussi. Mais ça me fait penser à ce que tu dis, cet exemple sur la différence entre le corps de l'ouvrier et le corps du patronat ou de celui qui a le pouvoir. En fait, le corps de celui qui a le pouvoir, il est jamais attaqué. Enfin, ceux qui perdent les mains, les yeux ou qui se prennent des coups de matraque, c'est les syndicalistes et c'est les militants et Mais c'est les ouvriers. regarde l'histoire qu'il y a eu, et même dans nos organisations syndicales, elles ont fait chorus pour un certain nombre de dirigeants. Quand il y a eu à Air France, la Grèce, et qu'on a déchiré la chemise d'un cadre, ça a fait les titres des journaux télévisés dans toute l'Europe. Parce qu'ils ont dû passer la clôture et qu'on leur a arraché leur chemise. Maintenant, on aurait dû les foutre à poil, hein, pour ce qu'ils avaient fait. Qui a été violent? Air France, avec les mesures qu'ils prenaient par rapport à leur personnel, ou les gens qui ont arraché la chemise d'un cadre qui se sont fait rembourser par l'entreprise? Bon. Mais cette question-là, elle n'est jamais mise en débat que lorsqu'un événement survient. J'ai essayé, moi, à plusieurs reprises, d'avoir des débats à l'intérieur du syndicat en disant quelle est notre position de principe par rapport à un moment donné, l'usage de l'illégalité ou d'une forme de violence. Donc, est apparue une fracture, non seulement entre la CSC nationale et nous sur le plan interprofessionnel, mais une fracture entre les militants du Brabant wallon qui appartenaient tous à des centrales différentes et qui se prenaient position sur le plan interprofessionnel pour un maintien d'une fédération comme nous l'avions construit, et qui étaient en parfaite opposition avec leur propre centrale. Et ça, les centrales ne s'y attendaient pas. Parce que, en règle générale, à la CSC, à la GTB d'ailleurs, quand les centrales décident, tout le monde se tait. Mais ici, il y a toujours une région qui ne se taisait pas. Et ils l'ont démontré. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il se fait que c'est le président des métallos qui a sonné la charge contre moi, puisqu'il fallait bien qu'une tête tombe. Et la position de Hauteuil, le président de la CSC, c'était qu'il fallait me licencier. Donc les discussions ont fuité, hein, comme ça arrive toujours dans ces cas-là. Et c'est à ce moment-là que les militants du Brabant wallon, alors que je n'y étais strictement pour rien, ce que personne n'a jamais voulu croire, hein, et ils ont occupé les bureaux de la CSC national à Bruxelles, du coup. en exigeant donc mon maintien en fonction dans le Brabant wallon. Et donc là, ils avaient créé un rapport de force et la solution de mon éviction définitive était impossible pour eux, avec tous les militants derrière moi, de toutes les centrales qui disaient que je devais m'en aller. Donc les dirigeants de ces centrales étaient d'accord entre eux sur le fait qu'il fallait mettre fin à cette expérience de communisme, marxiste-léniniste, etc. Hein, ce qui n'est d'ailleurs pas vrai encore en plus. Et voilà. Mais donc,
si on t'a fait quitter ton poste à la fédération de la CSC du Brabant Wallon, c'est bien pour une question d'idéologie. C'est parce que tu étais trop à gauche. Oui, ça c'est clair. Mais ce n'est pas ça qui était invoqué. Hein. Et donc, lorsque il s'est avéré que le conflit latent allait exploser, Gaston Deleu est allé voir Robert Dont, le secrétaire général de la CSC, avec Jean de Villiers, qui était le permanent du textile, qui m'avait lancé dans le syndicat lorsque j'étais encore à l'entreprise. Et Robert Dont les informe que la situation va pourrir lentement, mais qu'elle va pourrir et que on s'en va vers un affrontement. Et l'affrontement entre l'organisation nationale et une région, on sait toujours comment ça finit par tourner. Mais disant qu'il était encore temps d'entamer des négociations et que lui souhaiterait que je puisse rester dans le mouvement syndical. C'était lui d'ailleurs qui avait soutenu ma candidature comme secrétaire fédéral. Et quand ils m'ont dit on va vers l'affrontement, et sur le plan de la région, nous voyons bien que plusieurs centrales ne collaborent plus, ce n'est pas tenable non plus ça. Il faut absolument qu'on trouve une solution. J'ai dit bon, moi je veux bien m'en aller, mais je veux que la CSC négocie mon reclassement à la centrale des métallurgistes au Brabant Wallon. Et donc, Robert Dont est allé trouver les dirigeants de la centrale du métal qui ont dit « c'est hors de question. C'est anarchiste chez nous, jamais. » Et tu t'en doutais de ça? Ben oui, j'étais sûr de ça, évidemment. C'était une évidence. C'était une dernière provocation? Non, c'était une manière de montrer d'où venait le problème. Et donc, il faut trouver d'alternatives. Et dit, bien alors, dans ces conditions-là, je dis, je veux aller à la CNE. Pourquoi? Parce que c'était la centrale qui, au Brabant Wallon, était devenue la centrale la plus importante. Et donc, j'ai quitté la CSC pour passer à la CNE, mais dans le Brabant Wallon. Et les circonstances ont voulu que, un peu plus d'un an après, j'ai été nommé secrétaire principal de la CNE, Bruxelles-Brabant Wallon, qui était la plus grosse région de la CNE. Région de plus de 50 000 affiliés. T'es dans quel état d'esprit quand t'arrives à la CNE? Ah ben on recommence. Hein. On continue. Donc le Brabant Wallon, je connaissais quand même. Et donc je me suis trouvé alors avec la responsabilité des entreprises du Brabant Wallon, dans lequel on a lancé plein d'actions, quoi. Et les deux premiers dossiers auxquels je me suis attaqué en entrant à la CNE, c'est la place des femmes, le problème de parité et l'ouverture d'une formation spécifique qu'on appellerait l'école syndicale. Sur la question des femmes, c'était tellement évident qu'il y avait un discours ambiant à la CNE favorable au fait qu'il était incontestable qu'il n'y avait aucune raison que les femmes soient en minorité. D'autant plus dans une centrale où elles sont majoritaires. Donc, c'était, enfin, à part quelques misogynes comme il y en a partout, il y avait un climat favorable sur le plan du principe. La difficulté, c'est d'arriver sur le plan de l'application, en disant, bon voilà, on renouvelle le comité national, ou les comités dans les secteurs, ou les comités dans les régions, parce qu'il y a énormément d'assemblées de décisions qui fonctionnent un peu à tous les niveaux. Et n'oubliez pas que dans le renouvellement des mandats, l'objectif c'est la parité. Oui, ça bien sûr. Mais quand tu avais les listes qui rentraient,
c'était toujours les mêmes hommes qui étaient aux mêmes endroits et les mêmes femmes qui étaient aux mêmes endroits, mais tu avais, alors que les femmes ne faisaient qu'augmenter. Mais tu avais vraiment pas, c'était des frémissements, quoi. Ils étaient tout contents quand il y avait une femme en plus dans leur secteur. Et nous, ouais, on a fait un effort. Oui, il y avait 20 mandats, il y avait une femme en plus. Bon. Donc ce que j'ai proposé avec Anne Meyer, qui était la secrétaire qui s'occupait de l'action féminine, c'est de dire que les instances s'élargissent. Et donc le comité national, le conseil national, le bureau national, etc., on ajoute un nombre suffisant de mandats, on puisse atteindre la parité. Et à ce moment-là, nous les rendons obligatoires pour les femmes. Et ça a fonctionné. Et on est d'ailleurs arrivé à un résultat assez remarquable, c'est qu'on était au-delà de la parité quand on a mis ça en place. Et alors, on a dû faire quelque chose de particulier pour les permanents. Parce que les permanents sont des permanents. Le terme le dit bien. Quand ils sont embauchés, ils ont un contrat de travail. Et tu ne dis pas à un moment donné, bon, il faut qu'on ait la parité chez les permanents. Il y a 10 hommes qui doivent foutre le camp pour mettre 10 femmes. Donc tu dois attendre que des places soient disponibles. Parce que les gens changent de centrale ou bien sont pensionnés, etc. Et donc on a établi la règle que tant que la parité n'était pas acquise, toute embauche nouvelle devait être attribuée à une femme. Et j'avais moi personnellement refusé qu'on accole à ça à compétence égale. Parce qu'à compétence égale, qui allait juger entre un homme et une femme, lequel des deux était le plus compétent. Donc, mais là, ça a pris plus de temps. Ça a mis plus de temps chez les permanents. Ben oui, parce qu'il y avait ce problème contractuel. Oui. On a quand même pas mal engagé de nouveaux permanents. On a augmenté le nombre de permanents. Déjà du temps de Pierre Pravata, dans ce qu'on appelait les plans d'investissement. Le principe étant que on investit pour progresser et on n'attend pas d'avoir progressé pour investir. Donc, parce que c'est souvent comme ça qu'on budgétarise dans un syndicat. Quand tu as des moyens, on va mettre un permanent en plus à tel endroit pour faire un investissement sur tel secteur ou des trucs comme ça. Hein? Mais tant qu'on n'a pas l'argent, on ne le fait pas. On a pris comme postulat de dire on fait des plans de 4 ou 5 ans, on investit de l'argent, même si on engage des permanents, même si pour ça on doit se mettre en difficulté financière, mais l'objectif étant qu'au bout des 4 ou 5 ans, ces nouveaux permanents qui ont été embauchés, eh bien, soient self-supporting parce qu'ils ont développé le secteur dans lequel ils ont été investis. Donc pendant ta période à la CNE, la formation des militants, oui. Ça a été quelque chose d'important pour toi Oui, mais ce l'était déjà. Hein. Donc la CNE a toujours attaché et a toujours eu des moyens financiers importants à la formation. Mais pendant 2 années, nous avons été quelques-uns, surtout les gens du Brabant, à préconiser donc l'ouverture d'une formation spécifique qu'on appellerait l'école syndicale. Et donc on avait dit, on va former une nouvelle génération de militants. Donc on va prendre les plus jeunes qui se portent candidats aux élections sociales. Et donc les gens qui arrivent, ils arrivent généralement bruts de décoffrage. Ça veut dire qu'il faut leur donner une formation de base, et puis ensuite l'ouverture de notre école syndicale avait pour objectif de prendre la suite de cette formation. Donc l'école syndicale prenait comme à l'ISCO, et d'ailleurs avec des animateurs de l'ISCO, des cours d'économie, des cours techniques basiques, mais qui étaient surtout basés sur l'organisation de l'action syndicale
et des valeurs qui sous-tendent ou qui doivent sous-tendre cette action syndicale, la démocratie syndicale, etc., etc. Mais alors, donc cette école, elle sert à ton époque, c'est comme ça que tu l'as conçue, elle sert à continuer à former les militants pour être efficaces dans l'action, c'est ça? Ben oui. Et surtout pour avoir un trait commun, pour avoir une homogénéité de pensée, de valeurs, sur un certain nombre de sujets essentiels comme la démocratie syndicale, par exemple. Le fonctionnement de la démocratie syndicale, ça commence par la formation. Hein. Tu peux mettre en place toutes les structures démocratiques que tu veux. Si tu ne donnes pas aux gens qui composent ces instances la formation nécessaire pour bien comprendre les questions sur lesquelles on leur demande leur point de vue et leur avis, tu n'as pas fait grand-chose, tu as donné le pouvoir aux technocrates. Je crois que les structures syndicales, elles sont démocratiques et elles peuvent fonctionner démocratiquement. Le problème, c'est que c'est l'usage qu'on en fait. Pendant cette période-là, donc qui va du début des années 80 jusqu'en 2009, je pense, ta période à la CNE. Donc d'abord comme permanent et puis ensuite secrétaire principal et secrétaire général. C'est quoi les grandes actions emblématiques? C'est fini le temps des séquestrations des patrons ou c'est moins un contexte favorable les années 80 pour ce genre d'action? Oui, bien sûr. Hein. Donc nous, faut quand même se rendre compte que d'une manière ou d'une autre, il y a un certain nombre de circonstances auxquelles on aurait été confronté, qu'on ait été Brabant Wallon ou pas Brabant Wallon, on a subi les contre-coups de la première crise pétrolière. Donc les années 70, à partir des années 75, on a vu des séries de restructurations. On a eu affaire à des gouvernements qui ont fait plan de rigueur sur plan de rigueur. On a quand même continué à faire des actions de négociation dans les entreprises et dans les secteurs, mais les grands bastions sur lesquels se fondait la capacité de rapport de force des entreprises, la sidérurgie, toutes les grandes entreprises de l'industrie, etc., ben, elles ont disparu. Et avec elles, les ouvriers et les employés qui étaient mobilisables lorsqu'il y avait de grands combats. Donc c'est le basculement d'un syndicalisme de combat pour le progrès social à un syndicalisme de défense des droits acquis. Et nous sommes aujourd'hui avec une génération de militants qui n'a connu que ça. Dans les nuits d'aujourd'hui, nous nous endormons mal. Nous attendons déjà un éveil brutal. Réfugiés dans nos lits, à l'ombre du travail, dans les nuits d'aujourd'hui, ces rumeurs nous assaillent. Malgré ses conflits avec la CSC, Raymond reste et continue son engagement dans les luttes auxquelles il croit. Un engagement fort qui dépasse le métier de syndicaliste. Dans le prochain épisode, on reviendra sur son militantisme global, celui qui ne se limite pas au monde du travail, et on parlera de ce qui le fait tenir et poursuivre malgré tout. Même si ce n'est qu'un rêve, on ne vit qu'en rêvant. Même si ce n'est qu'un rêve, il est tellement puissant. C'est lui qui me soulève et va me poursuivant.
C'est lui qui me soulève et me porte en